Vous pouvez vous rapprocher si jamais vous n'entendez pas. Déjà, merci à vous tous d'être venus. Même si vous êtes trompé d'amphi, vous allez voir, ça va être génial ici. Non, en fait, ici, je vais vous montrer pourquoi c'est vraiment bien de venir chez Naval Group et pourquoi c'est sexy et pourquoi vous avez bien fait de venir ici et pas d'aller chez l'ANSSI. Donc, je vais vous parler de cybersécurité navale et maritime. Le naval, c'est un mot qu'on utilise essentiellement pour tout ce qui est défense. Donc quand on va dire naval, ça va être plutôt le côté défense. Et le côté maritime, c'est plutôt tout ce qui est civil. Voilà. Donc là, je vais essayer de traiter un petit peu des deux. Même si aujourd'hui, Naval Group, on est plutôt du côté naval, comme notre nom l'indique. Voilà. Moi, je suis Thomas Hardy. Je travaille à la direction cyber de Naval Group. Donc, comme vous le voyez, il y a une direction cybersécurité à Naval Group qui est directement rattachée au PDG du groupe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans beaucoup d'entreprises. On a une vraie chance et on a un vrai pouvoir et la cybersécurité est vraiment au cœur maintenant des préoccupations du groupe. Cette année, on a également monté un CERT. Donc il y a beaucoup d'offres de stage pour tous ceux qui veulent rester en t-shirt et mettre les mains dans le cambouis. Il n'y a pas de souci. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous présenter un tout petit peu rapidement le groupe. Je suis obligé de passer par là, je suis désolé, mais vous expliquer un petit peu qui on est. On a changé de nom cet été, donc je ne sais pas si vous nous connaissiez avant, on s'appelait DCNS. Direction des chantiers navals plus S, voilà. On s'appelle Naval Group. Alors ce changement de nom, c'est pour tout plein de choses. On a des velléités à rayonner à l'international. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer. Je ne sais pas si vous avez lu la presse récemment. Cet été, on a gagné un gros contrat avec l'Australie de l'ordre de 50 milliards pour refaire toute la flotte de sous-marins de l'Australie. La semaine dernière, on a signé un contrat avec les Émirats Arabes Unis pour 2 corvettes. Et puis en ce moment, vous le verrez par la suite, mais on a plein d'autres chantiers à travers le monde. Enfin, vraiment, on a une grosse volonté de croître à l'international. Et Naval Group, ça peut être un peu plus que des CNS. Voilà. Et puis, vous verrez, on a des beaux logos. On n'est pas une si grosse entreprise que ça. Il y a seulement 13 000 employés chez Naval Group. On a 50 pays clients aujourd'hui. On a beaucoup cette question-là. Alors, je ne sais pas pourquoi ça vous intéresse, savoir si on a une entreprise privée ou si on appartient à l'État. Alors, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une entreprise semi-privée. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la participation de l'État à 62% et le reste des parts est détenu par Thales. Voilà. On est quand même vachement mieux que Thales. Donc, venez chez nous, pas chez Thales. Et depuis, ces slides ont un petit peu évolué parce qu'il y a un mois, on a fait une prise de participation chez Fincantieri, qui est notre concurrent italien, afin d'avoir un rapprochement entre les deux entités. Donc aujourd'hui, on est sur un type de rapprochement comme il y a entre Renault et Nissan. Notre but, c'est vraiment d'avoir des fusions d'activités, en tout cas des rassemblements de certains points communs pour pouvoir adresser un marché qui est toujours plus gros. Voilà. Comme je l'ai dit, nous, on va essayer de conquérir le marché international, et plus on est gros, mieux c'est. Et malheureusement, ce n'est pas forcément avec notre petite taille française qu'on va réussir. Donc, pour l'instant, c'est l'Italie. On s'est rapproché. Donc, les chiffres ont certainement dû un peu varier. Nos chiffres d'affaires, bon, tout ça, c'est tout l'argent qu'on gagne. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, tous les ans, ça monte. On a des projections pour 2025. On espère monter encore plus. 40% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. C'est pareil, là, j'ai pas la courbe, mais c'est quelque chose qui augmente. On monte vraiment beaucoup à l'international. Il y a peut-être un chiffre que j'ai oublié tout à l'heure. Le carnet de commandes, on a déjà presque 12 milliards et du coup, les slides ne sont pas à jour de commandes. Donc, on a de quoi voir venir. C'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais Naval Group, c'est la plus vieille entreprise de France. Cette année, on a fêté nos 400 ans. Alors, je ne sais pas si c'était nos 400 ans pile poil, voilà. Mais par rapport au changement de nom, c'est quelque chose qu'on a célébré. Donc, ça fait 400 ans qu'on est là. À l'époque, on ne construisait pas des sous-marins. C'était plutôt du bois, plutôt que de la tôle. Mais on est toujours là et on a su évoluer. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui montre la culture d'entreprise.
C'est même si on a l'image d'un groupe de défense, d'une grosse boîte, on a su évoluer à travers le temps et on est toujours là. Et surtout, quelque chose à noter, alors là, on ne le voit pas beaucoup, mais on fait aussi de l'énergie. Donc, on a une filiale qui s'appelle Naval Energy, qui construit des hydroliennes, des éoliennes flottantes et qui fait également de la géothermie sous-marine. Voilà. Donc, c'est un secteur d'activité sur lequel on souhaite percer également. Où est-ce qu'on est situé? Alors, en France, on a pas mal de sites. Vous, si vous êtes là, je suppose que c'est pour la cybersécurité. Et donc, du coup, pour la cybersécurité, on va être plutôt concentré sur les sites de Paris, Bagneux et Toulon. Voilà. Mais après, on en a plein d'autres. Si vous voulez faire du sous-marin, il faut plutôt aller à Cherbourg. Si vous voulez faire tout ce qui est de l'automatisme, des systèmes industriels, ça va plutôt être l'ouest de la France. Si vous voulez travailler sur la partie missile, il y a des gens qui veulent fabriquer des missiles, ça sera à Saint-Tropez. Et donc tout ce qui est cyber, ça va être majoritairement, je disais, à Bagneux, Paris et Toulon. Voilà. Juste pour vous donner un petit peu d'idée, à Toulon, aujourd'hui, ça ressemble à ça, c'est notre site. Sur la gauche, c'est un des sites principaux de Toulon-Olioul, c'est là où il y a toute l'ingénierie cyber, avec une belle vue sur la plage. On voit les sous-marins de temps en temps qui arrivent et qui partent du port. Et puis c'est juste pour vous donner envie, parce qu'on a plein d'offres de stage à Toulon, et la vie est plutôt sympa. Voilà. Si vous ne voulez pas faire votre stage en région parisienne, foncez. Mais Naval Group, c'est pas que la France. Voilà, il y a plein d'autres sites. Donc, comme je le disais, on a gagné des contrats un petit peu partout. Donc là, on a beaucoup parlé de l'Australie cet été. On en a en Égypte, on en a pas mal parlé. Il y a un gros chantier au Brésil. Au Canada, on a de fortes imbrications avec la marine canadienne. Et puis, il y en a un petit peu partout et ça augmente de temps en temps. Donc il y a moyen de bouger. Voilà, moi j'ai beaucoup de collègues qui bougent et qui vont un petit peu partout, qui vont installer des SI et s'occuper de la sécurité sur les différents sites. Donc après, si vous aimez bien bouger, il y a moyen de pouvoir bouger en étant chez Naval Group. Voilà. Rapidement, ce que c'est qu'un bateau, en tout cas ce qu'on appelle un navire armé, il y a la partie, tout ce qu'on voit, système de plateforme, on va dire que ça c'est le bateau traditionnel avec le moyen de propulsion, la navigation. Et ce qu'on rajoute aussi dessus, c'est le système de combat. Donc avec tous les radars, les sonars, les missiles, et tout ce qui va servir à faire la guerre. Voilà. Donc en gros, c'est ça. On n'arrive pas à lire, mais il y a plein de choses. On rajoute plein de choses sur un bateau. Le bateau, c'est quand même un système assez complexe. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des capacités de guerre électronique, il y a pas mal de moyens de télécommunication, on fait de la veille optronique. On a beaucoup de capteurs, on a des sonars dans l'air, on a des sonars sous-marins, on fait de la lutte anti-aérienne, de la lutte anti-surface, de la lutte anti-sous-marine. Et en fait, si vous faites de la cybersécurité, vous savez souvent qu'il y a des red teams, des blue teams. On joue à chat souris, c'est est-ce que je vais réussir à rentrer dans ton réseau et comment je me protège. Il y a ça, sauf qu'en plus, là, c'est un navire de guerre. Et on va dire qu'on joue à la guerre pour de vrai. Voilà. Donc c'est le petit côté qu'on a en plus. Alors là, c'est super intéressant. Ça tombe bien que vous puissiez pas lire la ligne du bas parce qu'elle n'est pas très intéressante, mais celle du haut, elle est vachement plus. Ça montre la complexité que sont nos systèmes. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'une voiture, c'est à peu près 5000 pièces différentes qui sont assemblées ensemble. Un char de combat, c'est 15 000. Un Boeing 777, c'est 100 000 pièces. Et le SNLE, qu'est-ce que c'est? C'est notre sous-marin nucléaire, lanceur d'engins nucléaires. C'est 1 million de pièces assemblées. Voilà. C'est aujourd'hui, dans le monde, le sous-marin nucléaire, c'est un des systèmes les plus complexes qui existent. Il y a une centrale nucléaire à bord, c'est sous l'eau, il n'y a pas de moyen de communication, et ça a des missiles nucléaires. Voilà. Et notamment en France, les sous-marins nucléaires, c'est la seule force de dissuasion que la France possède, donc c'est quelque chose de très très critique. Là, c'est à peu près tout l'étendue de notre gamme. C'est les différentes choses qu'on fabrique. Donc, on a vraiment pas mal de types de bateaux, différents types de sous-marins. Et surtout, on ne fait pas que fabriquer les bateaux, on les suit durant toute leur durée de vie. Donc, il y a la conception. C'est quelque chose qu'en général, les gens aiment beaucoup.
comment on conçoit un sous-marin, comment on conçoit un bateau, quels sont les moyens de sécurité qu'on veut mettre à l'intérieur, mais il y a tout le cycle de vie. Et, un navire, la durée de vie, c'est entre 30 et 50 ans. Et on peut se douter déjà que les bateaux qui ont 30 ans, qu'on a construits à 30 ans, il n'y avait pas beaucoup d'informatique, ou quand il y en avait, on ne considérait pas vraiment la cybersécurité. Et aujourd'hui, on doit essayer de les mettre à jour, on doit faire comme on peut. Il y a des choses qui n'ont pas été prévues à la base. Dans les sous-marins, il y a des problèmes d'encombrement. Déjà, les marins, eux, dorment sur des banquettes, ils dorment au-dessus de moteurs, à côté de chaînes toutes graisseuses. Alors, pour mettre des serveurs ou pour ajouter un petit peu d'informatique, c'est compliqué. On a des problématiques de form factor, il faut des tout petits ordinateurs, il faut des trucs qui ne consomment pas grand-chose. On a plein de problématiques rigolotes auxquelles on ne pense pas. Et du coup, ça demande beaucoup d'esprit et d'ingéniosité pour pouvoir essayer de mettre à jour et maintenir à flot tous ces navires. Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va parler de cybersécurité. Et pourquoi vous avez bien fait de venir ici pour la cybersécurité chez Naval Group. Je vous avoue que le monde maritime, c'est pas quelque chose qui fait rêver. Enfin, déjà, vous êtes là, c'est bien. Ça fait un petit peu vieille entreprise, vieille économie. Mais en fait, si on prend le temps d'y réfléchir, ça l'est pas du tout. Et vous allez voir que ça devient sexy. Et moi-même, j'étais étonné. Avant ça, je pensais que c'était pas super cool. Et j'étais juste là parce que le boulot était super intéressant. Mais en fait, tout le secteur est intéressant. Et bien payé. Et on va voir pourquoi. Le monde maritime, c'est une économie de 1500 milliards par an. Donc après, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on regarde un petit peu ce qu'il y a, les mers, ça génère un tiers de la production de pétrole, 20% de la production de gaz, c'est 90% du transport de marchandises à l'international. Donc vraiment, 90% des marchandises passent par la mer. Et surtout, et ça on y pense assez peu, c'est 50% des communications. Donc à chaque fois, toutes vos données passent par des fils sous-marins. Donc il y a tout ça à protéger et à surveiller. Et si on regarde un petit peu du côté de l'Europe, 75% des marchandises importées en Europe passent par les ports et par la mer. Donc si aujourd'hui on a un problème sur, comme on le verra par la suite, sur toutes les infrastructures portuaires ou sur le réseau maritime, si on nous coupe de 75% de nos marchandises importées, je pense qu'on va avoir un problème de blocus et c'est quelque chose qui reste critique pour l'Union européenne. Donc il y a besoin de sécuriser. Et surtout, si vous aimez les sous, l'industrie maritime, c'est à peu près 70... Alors c'est quoi ? Ça doit être 70 milliards en France par an. Et regardez les télécoms et télécoms et l'aéronautique. C'est beaucoup moins, c'est 2 fois plus que les télécoms, le secteur maritime. Donc si vous ne savez pas où faire votre stage ou bosser, allez pas chez Orange, SFR, etc. N'allez pas chez Airbus non plus. Venez chez nous, il y a vachement plus de boulot, il y a de l'argent et il y a de quoi sécuriser et on verra pourquoi. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous faire un petit rappel sur ce que c'est la cybersécurité, cyberprotection, cyberdéfense, cyberrésilience. C'est des notions qu'on a un petit peu partout. Pendant très longtemps, je pensais que cybersécurité, c'était le mot cool pour dire SSI. En fait, pas du tout. C'est cyberprotection, le mot cool pour dire SSI. Et cybersécurité, c'est ce qu'il y a autour, c'est encore plus large. Et en fait, on utilise aujourd'hui le vocable international, on se rapproche beaucoup plus de la langue anglaise et on va retrouver les mêmes notions. Voilà. Donc aujourd'hui, normalement, tous les gens bien font de la cyberdéfense. On rajoute de la cyberprotection. Mais, tous les gens bien font de la cyberprotection et on rajoute des moyens de cyberdéfense aujourd'hui. Et aujourd'hui, heureusement, tous nos navires sont cyber-résilients. En gros, c'est s'il y a un petit problème sur un bateau, il ne va pas couler, il va continuer à marcher. C'est tout ça. Voilà. Et on va voir comment. Je vais passer vite fait aussi, mais je pense que vous le savez, il y a de plus en plus d'attaques, c'est exponentiel. Plus en plus de menaces différentes qui touchent de plus en plus d'acteurs. On peut se demander pourquoi. Alors, aujourd'hui, c'est pas seulement parce que on en parle de plus en plus, c'est aussi parce que les moyens d'attaquer sont de plus en plus faciles. Je ne sais pas si vous savez, vous êtes déjà amusé à faire un malware, en tout cas essayer de pirater quelque chose, ce qu'il ne faut pas faire. Mais avant, il fallait le faire à la main. Ensuite, il y a une autre étape où il fallait récupérer ou acheter un malware sur le dark web. Moyennant quelques bitcoins, ça allait assez vite.
Et aujourd'hui, il y a même des sites tout à fait légaux qui vous proposent de faire votre propre malware, moyennant d'utiliser des exploits qui ont déjà été publiés. Alors, comme vous le savez, les entreprises et les grandes entreprises sont toujours très réactives et mettent à jour leur système en quelques heures et pas en quelques mois ou quelques années. Donc, en fait, vous pouvez faire des malwares tout à fait légalement qui vont être super dangereux. Et après, surtout, il y a d'autres mannes financières. Il y a les ransomware qui sont arrivés, ça vous en avez entendu parler, qui font pas mal de dégâts, et surtout des gens qui s'amusent à attaquer, pas mal de petits trucs. On peut penser que ça arrive toujours qu'aux autres. En France, on a eu pas mal de cas. On peut regarder quelques-uns qui ont été pas mal importants. Il y a Renault qui a été touché cette année par WannaCry. Donc il y a toute une chaîne de prod et une usine qui a dû fermer à cause de WannaCry. Dans les médias, ça va dater un petit peu. C'était TV5 Monde en 2015 où la chaîne a carrément arrêté d'émettre pendant plusieurs mois. Donc là, c'était plutôt une attaque ciblée de type terroriste. Les différents partis politiques, c'est plutôt de la désinformation et du vol de données. Et après, il y a tous les gros sites web aussi qui sont attaqués. Là, il n'y a rien de surprenant. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur les attaques du côté maritime, il y a tout plein de choses qui sont super drôles. On peut aller bien sûr du type d'attaque générique avec du défaçage de sites web, mais aussi on va avoir donc du ransomware qui va toucher certaines entreprises. Alors par exemple, on a eu cette année encore Maersk, qui est un armateur européen, je ne sais plus trop où, lui qui s'est fait avoir par NotPetya et qui a estimé les dommages de son attaque à un peu plus de 300 millions d'euros. Voilà. Donc ça coûte cher, et en fait ce qui s'est passé, c'est que tout son service informatique a été rebooté et il a dû revenir au papier pour pouvoir fonctionner. Et si on regarde ce qui touche les attaques les plus fréquentes dans le milieu maritime, on va avoir deux types d'attaques. On va avoir tout ce qu'on appelle du GPS scamming, donc c'est du brouillage de signal GPS. C'est quelque chose qui est assez simple en fait, puisque le protocole GPS, c'est pas quelque chose qui est protégé. Donc du coup, en se rapprochant d'un bateau et en le mettant un peu plus fort, on peut lui donner de fausses coordonnées GPS. Et pour certains qui naviguent non pas à vue, mais seulement avec les instruments, on peut lui indiquer de mauvaises directions et l'envoyer dans un récif ou ce genre de choses. Et une autre attaque, moi que personnellement j'aime beaucoup, c'est arrivé en Australie, aux États-Unis, on ne voit pas, hein, c'est en jaune, mais et plus récemment au port d'Anvers. C'est des attaques qui sont faites par la cybercriminalité et notamment par les trafiquants de drogue. Les trafiquants de drogue vont attaquer les ports pour compromettre le système de gestion de conteneurs. Et en fait, avec ça, ils vont pouvoir transporter de la drogue et avoir accès directement à l'information d'où est stockée la drogue sur le port. Et leur but, c'est de pouvoir intervenir et récupérer toute leur contrebande avant que les autorités, que la douane n'aillent contrôler les conteneurs. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive super fréquemment. Pardon ? En France, on n'a pas communiqué dessus, en tout cas. Donc je ne sais pas si c'est arrivé en France. Et après, on se dit, ouais, c'est un peu bizarre, on ne comprend pas, il suffit de surveiller les conteneurs. C'est juste qu'en fait, on ne réalise pas ce que c'est que l'économie maritime. Et par exemple, le grand port de Marseille, qui est un des deux plus grands ports français, sa superficie, c'est l'équivalent de la ville de Paris. Et donc, surveiller physiquement ce genre d'installation, c'est impossible. Et on se dit bien aussi que même si on arrivait à surveiller, la surveillance physique, ça sera fait par des vigiles. Et malheureusement, on est dans un monde imparfait. Ce n'est pas des gens qu'on va payer énormément cher. C'est des gens qui vont être facilement, qu'on va pouvoir corrompre super facilement. Surtout pour aller récupérer des cargaisons de drogue. On a moyen de bien graisser la patte. Donc, la protection physique, ce n'est pas toujours la solution. Parfois, c'est vraiment la protection numérique dont on a besoin. Alors comment on fait pour se protéger de tout ça? Alors malheureusement, vous le savez déjà tous, mais il n'y a pas beaucoup de réglementation aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas punir les attaquants. Toutes les législations qui ont été publiées aujourd'hui à travers la LPM, le livre blanc, la directive Nice, qui est une directive européenne, ça vise à obliger les différents opérateurs à s'équiper de moyens de protection. Mais ce n'est jamais pour répréhender les attaquants. Donc, heureusement, on a tout ça. Ça concerne aussi le secteur naval. Donc après, je pense que vous le savez, mais en France, il y a ce qu'on appelle des OIV, donc des opérateurs d'importance vitale, dont le nombre et la liste est secrète.
Cependant, l'ANSSI publie des arrêtés sectoriaux en fonction du domaine de compétences dans lequel on se situe. Et il y a un arrêté sectorial qui s'appelle le transport fluvial et maritime. Donc on peut se dire qu'il y a bien des opérateurs d'importance vitale dans le domaine maritime et naval. Là, c'est juste pour donner quelques exemples. Mais un bateau, voilà, c'est pas juste de la tôle, même s'il y en a beaucoup. C'est aussi beaucoup d'informatique, parce qu'on veut toujours faire de l'innovation, améliorer nos process. On met de l'informatique un peu partout, et malheureusement, effectivement, on ne met pas toujours de la sécurité où il faut. Donc là, par exemple, on a recensé quelques métiers qui ont été numérisés au sein d'un bateau. Donc là, c'est l'exemple d'un bateau commercial, d'un porte-conteneurs. On a les systèmes de communication. Donc forcément, si on coupe les systèmes de communication, notre bateau est complètement aveugle, en pleine mer. On ne peut pas vraiment naviguer à vue, on navigue avec les instruments. Donc si on n'a plus nos instruments, on est complètement perdu. Et un bateau perdu au milieu de l'océan, c'est à peu près aussi utile qu'une brique. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir les systèmes de contrôle d'accès. On n'a pas forcément envie que tout le monde se balade en soute, se balade à côté du moteur, sur le système de propulsion. On va voir le système de propulsion d'énergie. Donc ça, pareil, c'est tout complètement numérisé. Il y a des essais qui ont été faits. Je crois que c'est la DGA l'année dernière qui a réussi à prendre le contrôle d'un navire civil en 7 minutes parce que tous les systèmes étaient reliés. Donc voilà, avec une clé USB, ils arrivent à faire pas mal de choses. Le système de gestion des cargaisons. Donc là encore, il y a un bateau, alors je ne sais plus quelle nationalité cette année, qui avec NotPetya ou WannaCry est resté bloqué à quai pendant 3 semaines, juste parce que l'ordinateur qui gérait le système de cargaison était HS. Et donc du coup, tous ces conteneurs à l'intérieur, ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Donc ça paraît pas un gros truc, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un porte-conteneur, ça a à peu près 20 000 conteneurs. Voilà, les plus gros qui sortent aujourd'hui, il y a 24 000 conteneurs à bord. Ensuite, si on veut faire du tourisme, il y a le système de gestion de services aux passagers. Donc là, il y a encore d'autres problématiques. Vous avez peut-être entendu parler de la GDPR, la gestion des données personnelles. Il y a plein de choses à prendre en compte dessus. Les systèmes d'infrastructure de base, alors c'est très bête à dire, mais il y a toute l'IT du navire à protéger. On a déjà fait des audits de bateaux civils et on voit plein de choses qu'on ne devrait pas voir. Vous, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est un système qui vit et il a été conçu par des ingénieurs, le bateau, mais pas forcément par les gens qui vont l'habiter. Et donc, en fait, quand un porte-conteneur va faire un voyage qui va partir d'Asie jusqu'en Europe, peut-être que le bateau va mettre 3 semaines, 1 mois, voire plus. Les gens vont avoir envie de vivre à l'intérieur. Donc, les gens qui sont tout le temps en soute vont vouloir aller sur le net, fréquenter certains sites. Ce n'est pas forcément prévu à la base qu'ils aient tous accès à Internet. Donc, on va retrouver des points d'accès Wi-Fi un peu partout. On a déjà vu des câbles Ethernet qui pendouillent partout dans le bateau. Et notamment des gens qui allaient sur certains sites web depuis l'ordinateur qui gérait toute la propulsion en tirant un câble spécial depuis le routeur. Donc en gros, le système de propulsion était relié directement à Internet. Voilà. Et c'était des sites peu recommandables qui étaient consultés sur le bateau. Donc il y a tout ce qu'il faut pour prendre à distance le contrôle d'un bateau. Là encore, voilà, on voit qu'on peut s'amuser avec, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, quand on veut attaquer quelque chose, il faut un but. Là, c'est plein d'exemples qui vous montrent le genre de bêtises qu'on peut faire. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, un porte-conteneur, aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 conteneurs. Le bateau en lui-même, il ne coûte pas si cher que ça, il coûte à peu près 100 millions d'euros. Mais la cargaison, quand on a 24 000 conteneurs dessus, ça monte, ça atteint facilement le milliard d'euros, la cargaison. Donc si on parle toujours d'attaque très simple, qui est juste du ransomware, et donc prendre le contrôle d'un navire, je pense qu'on peut demander facilement un gros montant de rançon quand on a 1 milliard de cargaisons à bord. Et après, on peut encore imaginer tout plein de choses. Là, c'est le porte-conteneur. Faut imaginer que c'est assez immense. Donc pareil, si on le fait s'écraser sur un port. Après, il n'y a pas que des porte-conteneurs, il y a des méthaniers, il y a tout plein d'autres bateaux, il y a des bateaux de croisière, il y a tout plein de choses qu'il faut sécuriser. On peut faire plein de bêtises. Et après, si on prend le cas du coup du navire armé, le navire armé, c'est tout ce qu'on a vu, tous ces systèmes-là, plus en plus des systèmes d'armement. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 2000 applications embarquées, il y a 400 automates,
300 calculateurs, mais ça c'est les vieux bateaux parce qu'il n'y en a pas beaucoup. 350 km de câbles. Voilà, le long du bateau. Donc j'espère que les admins réseau étiquettent bien les câbles. En général, souvent on retire du câble, donc il y a beaucoup de câbles à l'intérieur. Il y a plein de réseaux. Bon, après les lignes de code, on s'en moque un peu, mais c'est très très complexe. Et du coup, il y a encore des menaces supplémentaires qu'on peut envisager sur ces bateaux-là. On peut voir l'altération des senseurs, la prise en main de la propulsion, corruption de la situation tactique, tir de missiles intempestifs, blackout énergie. Voilà. On a plein de menaces supplémentaires et on va se dire que dans le milieu naval, ça ne va pas être juste de la cybercriminalité, ça ne va pas être quelqu'un dans son garage qui va s'amuser, mais on va avoir des puissances étatiques de l'autre côté qui vont essayer d'attaquer les différents navires parce que ce n'est pas des bateaux de plaisance qu'on fabrique. Donc, on a encore plus besoin de cybersécurité et c'est pour ça qu'on recrute à fond et on a besoin de vous. Si on regarde du côté du port, encore là aussi le port, comme je vous disais, c'est quelque chose de très très important. C'est énorme en termes de superficie et aussi en termes d'activité. Si on regarde, il y a la gestion de passagers, il y a des usines électriques, chose qu'on sait assez peu, mais quand les bateaux sont hackés, ils sont alimentés par le port. Donc il y a des usines et il y a des centrales électriques à bord des ports. Donc là encore, on peut faire plein de bêtises sur une usine électrique. Je peux vous laisser imaginer. La gestion des marchandises, donc ça on en a parlé tout à l'heure, c'est la cible favorite des trafiquants. Bassin, pont, écluse, grutage. Donc là, c'est plein de matériel SCADA, c'est plein d'ICS. C'est des choses, tout ce qui est mécanique, c'est pas forcément bien protégé. Dans les ports, on va pouvoir fabriquer des bateaux, on va pouvoir contrôler des écluses. Et si par exemple on ouvre des écluses quand il y a un bateau qui est en réparation ou en fabrication, là on peut avoir des problèmes de vie humaine en danger. Donc il y a plein de choses à protéger. On va avoir le contrôle d'accès portuaire, on en a un peu parlé. La surveillance maritime, je pense que c'est normal de savoir qui s'approche des côtes, surtout dans certains pays. Donc on a plein de problématiques de cybersécurité auxquelles il faut qu'on fasse face. Moi j'ai fini de vous parler pour l'instant de la cybersécurité maritime et navale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après on peut balayer les différents types de postes que nous on souhaite et qu'on recrute en ce moment. Tu as une question ? Le port d'Anvers, c'est ce que je disais, c'est juste des trafiquants de drogue qui ont pris le contrôle du système de gestion de cargaison. Et donc, qui avaient accès à tout l'inventaire du système de cargaison. Et potentiellement, je pense qu'ils avaient aussi un accès écriture. Ils pouvaient supprimer la trace de certains conteneurs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant. Bon. Après, vous allez voir, c'est du classique. On a besoin d'architectes de cybersécurité, voilà, donc qui vont designer les réseaux, qui vont mettre en place toute la stratégie de cyberprotection, cyberdéfense. On a pas mal, donc ça, si vous voulez garder une chemise au boulot. On va avoir ensuite toute la partie pentester, mais aussi reverser. Alors non, ça y est après. Cette année, on a monté un CERT. Donc on a beaucoup d'activités comme ça, on est en train de faire des audits, on fait des audits sur la marine, on fait aussi des audits dans le civil, sur les différents ports maritimes. Donc là c'est toutes les compétences de pentester dont on va avoir besoin. On en a de plus en plus. Je sais pas si... Non, pas de question. Ouais, toujours. Ouais. Ok. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir un niveau de sécurité tout au long de la vie d'un navire, sachant que j'ai dit effectivement qu'un bateau, sa durée de vie, c'était entre 30 et 50 ans. Quand on a des ordinateurs avec du Windows XP qui est plus soutenu, tout ce genre de choses, alors c'est très simple, c'est pas facile. Déjà, en général, les systèmes n'ont pas été conçus pour faire de la sécurité. Et ensuite, on a plusieurs problématiques. Alors, tout le long de vie du bateau, il ne faut pas croire qu'il n'est jamais mis à jour. On va avoir des arrêts techniques majeurs dans lesquels on va changer tout l'IT à l'intérieur. On va mettre des systèmes plus modernes.
Mais dans ces domaines-là, il y a aussi des irréductibles. On dépend de fournisseurs. C'est pas Naval Group qui va fabriquer tous les capteurs, tous les radars. On a beaucoup de matériel mécanique, donc c'est ce qu'on appelle de l'ICS ou du SCADA. Et ça, à sécuriser, c'est encore plus compliqué. Effectivement, on va retrouver des OS qui datent d'il y a super longtemps. Windows XP, c'est même assez moderne quand on y réfléchit. Et donc pour ça, ça veut dire que ce n'est pas de la cyberprotection qu'on va mettre en place, puisqu'on ne peut pas protéger quelque chose qui est troué. C'est plutôt des mécanismes de cyberdéfense. Et donc cyberdéfense, c'est quoi? C'est des sondes de détection, notamment. Alors il peut y avoir des sondes de détection sur les hôtes, donc installées directement sur les ordinateurs. Donc ça va être de l'EDR, ça va être de l'anti-malware, du contrôle intégrité, ce genre de choses. Et des sondes réseau. Donc les sondes réseau, on va avoir des IDS, il y a des IDS traditionnels. Il va y avoir aussi les sondes souveraines, donc c'est les sondes qui sont qualifiées ou en cours de qualification par l'ANSSI, mais aussi ce que nous on développe et on a une forte activité là-dessus, enfin sur 2 secteurs même, ça va être ce qu'on appelle la détection métier, c'est-à-dire qu'on va modéliser un métier et un comportement d'un système. Par exemple, on va se dire que la navigation, c'est quelque chose de manuel. On ne s'attend pas à ce que ça soit une machine qui fasse de la navigation. Et donc, on va dire qu'un ordre de barre, c'est effectué avec telle vitesse et un changement de position, c'est voilà, on ne doit pas en avoir plus de 1 toutes les tant de secondes. Et si on a des ordres toutes les millisecondes, on va se dire que ce n'est pas un comportement normal. Donc, tout notre travail, c'est de modéliser les différents métiers et d'identifier les déviances. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle de la cyberdéfense. Essayer de comprendre un peu tout ça, donc la cyberdéfense au point de vue métier. Et ensuite, ce qu'on va faire là, on recherche pas mal de postes du côté data science. Ce qu'on veut faire, c'est de la détection d'anomalies. On veut faire aussi un petit peu d'intelligence artificielle pour essayer d'anticiper les futures menaces. Parce qu'un autre problème, là, c'est la maintenance du bateau sur tout son cycle de vie sur 30 à 50 ans. Mais il y a autre chose dans le monde naval. Quand un bateau part en mission, il va partir en mission pendant 3 à 6 mois. Et 3 à 6 mois dans le monde cyber, c'est énorme en fait. Et en gros, c'est comment je fais parce que je n'ai pas à avoir de connexion Internet ou de connexion avec la Terre pendant 6 mois. Et pourtant, j'ai des nouvelles menaces qui sont apparues. Les failles ont toujours été là, mais il y a peut-être les exploits qui ont été publiés sur le net. Je n'ai pas réussi à patcher mes systèmes parce que je n'ai pas de connexion. Et donc, comment je fais pour maintenir le niveau de sécurité de mon navire alors que je ne peux pas le mettre à jour? Voilà, donc c'est tous ces systèmes de détection qu'on met en place et d'anticipation. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ok, voilà. Du reverser, voilà. Alors principalement pourquoi? C'est parce que on fabrique pas notre code. Enfin en tout cas on fabrique pas l'intégralité du code. On reçoit beaucoup de matériel de différents fabricants. Donc aujourd'hui ce qu'on demande c'est des droits de ponction, c'est-à-dire de récupérer les firmware et certaines parties de code de logiciels à disposition de nos fournisseurs et regarder ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Donc après je pense que vous savez tous ce que c'est que du reverse engineering. Sécurité des automates, voilà. Il y a besoin de plein de choses, on a besoin de preuves formelles dessus. On a besoin de gens qui connaissent tous les protocoles matériels, qui savent ce que c'est les différents bus, qui savent parler en port parallèle, en port série, sur du SCADA, en mode bus. C'est des compétences qui sont rares et qui du coup, dit rare, dit très bien payé aussi. Il faut y réfléchir, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et surtout, c'est des acteurs historiques qui font ça. Il y a du Siemens, il y a du Schneider. Et ce n'est pas des gens qui ont encore une très grosse culture de la cybersécurité. Il faut les éduquer. Et il y a beaucoup de boulot dessus. Voilà. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir plusieurs plateformes de R&D. Et c'est des plateformes représentatives de navires. Donc on en a une à Toulon, on en a une à Bagneux, sur lesquelles on s'amuse à jouer des attaques, à essayer de défendre. Donc c'est là-dessus qu'on va s'amuser à essayer de prendre le contrôle d'un bateau. On a tout ce qu'il faut pour. C'est juste pour vous dire qu'on a les moyens à nos dispositions. Voilà, notre client principal, ça reste la marine française et la DGA. Donc on a ce qu'il faut pour s'amuser et c'est plutôt sympa. Encore une fois, Toulon, c'est super cool et on a plein d'offres de stage. Pour ceux qui aiment le rugby, notamment, mais pas que. Non, il y a vraiment plein de choses. Moi, j'y vais assez souvent et c'est vrai que c'est sympa. Ça donne presque envie d'y habiter quand on est parisien. Il y a pas mal d'offres de stage en ligne.
regardez, il n'y a pas que des offres de stage, on a plein de CDI, on a des offres en alternance, il y a énormément d'alternants chez Naval Group. Euh, et je vous en prie, allez dessus. Voilà, allez-y. Je ne sais pas si ça vous a vraiment donné envie ou fait découvrir le monde maritime et naval, mais il y a vraiment de belles choses à faire. Il y a énormément de problématiques. Et si vous voulez, tous ceux qui ont assisté à la présentation, je leur mets un mot sur leur CV et ils ont un stage gratos. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas quelle heure il est du coup. Je vais peut-être aller un peu vite. 37, ça va. Non, bon, bah, s'il n'y a plus de questions, bah, merci à tous alors.